choix au départ, je l'ai souvent dit, a été motivé par le sens de la responsabilité de tous les médecins vis-à-vis de leurs compatriotes et par la peur aussi. La peur d'une vague, d'une pandémie qui venait en vague, en masse, comme un tsunami depuis l'Asie, vers des pays très très proches de nous, comme l'Italie, l'Espagne, la France. Et donc on s'est dit, mais a-t-on les moyens? C'est ça. Vraiment, il y avait une très grande peur en fin février, début mars. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a poussée à aller rejoindre mes collègues de la délégation médicale, donc de la santé publique, pour travailler avec eux, parce que c'était à l'hôpital Moulay Youssef qu'il y avait le premier cas hospitalisé. Et donc, vers le 19 mars, il y avait déjà quelques cas hospitalisés. On s'est réunis en staff et on a commencé à parler des dossiers. Et on s'est dit, bon, on va commencer un traitement. À ce moment-là, il n'y avait pas encore de protocole établi. On a opté pour le protocole d'hydroxychloroquine et à l'azithromycine. Il y avait déjà ce jour-là, je me souviens, 2 personnes qui étaient très mal et qui ont décédé en réanimation. On a commencé le protocole et puis voilà. On a commencé à se réunir, donc staff tous les jours, puis staff par WhatsApp avec les collègues, en suivant de très près chaque cas, en décidant, prenant des décisions ensemble. Et c'était vraiment une expérience très très intéressante. On a appris à se découvrir parce que vous savez, le secteur privé, le secteur public, le secteur militaire, tout ça c'était complètement séparé. Chacun travaillait dans son petit coin, on n'échangeait pas. Et donc il n'y avait plus de différence. C'était un groupe de personnes qui soignaient des patients. Est-ce que vous pensez que ça va rester après la crise? Je l'espère, parce que vraiment il y avait beaucoup de générosité et puis surtout une mutualité des efforts qui a permis justement qu'on puisse, on peut quand même en être fier, minimiser les risques, minimiser les décès. Quand on se compare à d'autres pays, je pense que le Maroc, au plan létalité, etc., a bien géré les choses, que très très vite, les réanimations qui allaient commencer à être envahir ont vu que le nombre de cas diminuait et qu'on arrivait à gérer nos patients en médecine douce, on va dire, médecine froide plutôt. Donc, et puis il y a des laboratoires privés qui ont offert à ce moment-là leur concours, je me souviens au tout début, pour les bilans qui n'étaient pas réalisables ou réalisés à l'hôpital. Aujourd'hui, comment cette lutte continue de s'organiser? Donc il y a eu le confinement, on a travaillé comme ça pendant le confinement, donc vraiment c'était, je sais pas, on était mus par une force, on travaillait toute la journée, je vous assure, et le soir c'était les staffs en WhatsApp. Alors, soit avec les groupes, parce qu'il y avait pratiquement tous les hôpitaux de Casablanca, je parle de ce que j'ai vécu, moi, tous les hôpitaux de Casablanca, Stat, El Jadid a été mobilisé, on échangeait pour les patients. Et puis après, il y avait des groupes, ça, que j'ai trouvé extraordinaire, d'ailleurs j'ai encore toujours le contact avec de groupes de généralistes, de 300, 500 généralistes qui nous ont intégrés et qui voulaient absolument savoir tout mais au plan scientifique, pas au plan sur ce virus, parce que ils se sont sentis donc remplis d'une mission ultérieure que probablement par la suite ils auraient à s'occuper de ces patients. Et donc voilà, ça c'était la période de confinement. Puis après il y a eu l'annonce du déconfinement et bon. Les cas et l'augmentation du nombre de dépistages. Donc les nombres de cas augmentaient, un petit peu les décès, mais pas trop. Le taux de létalité est resté le même. Donc, il y avait plus de travail au niveau maintenant, du dépistage. Un autre groupe de médecins qui étaient aussi mobilisés pour le dépistage dans les entreprises, qui a permis de bien cerner les choses, non seulement d'avoir un meilleur aperçu épidémiologique de l'infection, mais aussi d'aider les entreprises à reprendre leur activité dans le cadre du post-confinement. Maintenant, la troisième étape qui se prépare, c'est, il y a eu l'annonce avant-hier, je crois, avant-hier soir, de la phase 3. Il y a beaucoup de cas. Les médecins sont quand même un peu fatigués parce qu'il y a énormément de patients asymptomatiques qui sont hospitalisés dans les hôpitaux de santé publique, à la foire, dans ce qu'on appelle les hôpitaux de campagne. Ces patients-là, à mon sens, et beaucoup de médecins pensent comme moi, devraient être gérés à domicile pour qu'on puisse, d'abord ça va coûter beaucoup moins cher à l'État et puis en plus le médecin va avoir plus de potentialité, plus de pouvoir traiter des cas soit plus avancés, soit carrément graves en réanimation.
On est dans une phase où on maîtrise relativement les choses. L'idée, ce serait puisqu'on va on a décidé de traiter les patients gratuitement, il peut y avoir un kit comme au Brésil, un kit délivré de traitement à domicile. Le médecin traitant ou le médecin du centre de soins de santé primaire verrait le patient la première fois, éventuellement chez lui, et puis après ce serait un contact téléphonique. Ça va beaucoup alléger la prise en charge. Nous avons gardé contact avec nos patients que nous avons soignés. On fait à distance quand même des examens tomodensitométriques des poumons pour s'assurer qu'il n'y a pas de fibrose pulmonaire en plus d'un bilan. Donc tout ça, ça demande un investissement matériel. Disons qu'on va pouvoir faire ça chez les patients qui ont eu des symptômes cliniques, mais des patients asymptomatiques en général, il n'y a pas de problème parce que déjà dès le premier scanner, il n'y a rien du tout. En général, chez les patients qu'on a suivis, on a fait, chez tous les patients que j'ai vus, on a fait des examens tomodensitométriques qui sont normaux. Maintenant, la question qui se pose encore à nous, c'est la réponse immunologique. Alors pour l'instant, ce qu'on a comme test sérologique, c'est pas des tests vraiment probants. On attend que d'autres types de tests arrivent pour voir est-ce que vraiment, et puis est-ce qu'il va y avoir une immunité définitive? C'est une grande question, on n'est pas sûr. Tout simplement, il se peut que ce nouveau virus, cette maladie du Covid, ça soit une nouvelle forme de grippe au visage multiple qui va s'installer, tout comme la grippe. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de cette crise? La solidarité à tous les niveaux. Il y a eu la solidarité des entreprises qui ont donné. Il y a l'État qui a mis l'objectif principal de l'État, c'était la santé du patient marocain. Je pense qu'on peut le dire, en être fier. Ça n'a pas été aller voir quels sont les médicaments les plus chers, tout ce qu'on a vécu autour de nous, et franchement, qui nous font douter, même nous en tant que thérapeutes. Je veux dire, on ne discute pas un médicament qui gagne par rapport à un médicament dont les recherches sont encore in vitro et qui, in vitro, ne montre pas de résultats probants et qui est beaucoup plus cher. L'hydroxychloroquine, c'est 51 dirhams la boîte, et les autres traitements, je vous dis pas, c'est même pas la peine que je vous donne les prix, c'est des prix qu'on n'aurait pas pu utiliser au Maroc, et alhamdoulilah, nous, on a un traitement qui marche. Vous allez entendre dire, oui, mais l'immunité du patient marocain, c'est pas vrai. Il y a des pays voisins où on a des taux de mortalité énormes, parce qu'ils n'utilisent pas de façon radicale, comme nous, le traitement de façon systématisée. Donc, c'est pas une question d'immunité. On le sait très bien. Il y a des patients marocains qui sont morts. Il y a des cas graves. Mais en général, les patients qui sont décédés sont des patients, pas tous d'un certain âge. On a même des patients jeunes qui sont décédés, mais qui avaient des conditions de terrain particulières.